Merci, Monsieur le Président. Mon général, j'aurais deux questions en mode rafale à incidence budgétaire. Une première, certes inévitable, concernant le SCAF, fleuron virtuel d'une insondable défense européenne. Alors que les Allemands menacent de se retirer du programme, Emmanuel Macron persiste et s'enlise dans un projet pourtant dans un trou d'air, hanté qu'il est par le fantasme de la coopération franco-allemande. Parce que les intérêts français sont lésés, Dassault propose de conduire le programme sans les Allemands. Les accords industriels franco-allemands ne fonctionnent pas toujours, rarement, et mettent à mal notre industrie, notre maîtrise technologique et l'exercice de notre souveraineté. C'est réaliste de le développer autrement. Il est grand temps d'arrêter les frais des coopérations qui ont conduit la France à renoncer à une position stratégique pour la partager avec ce partenaire peu fiable. La France est capable de développer un avion de 6e génération seul ou dans le cadre d'un partenariat respectueux. Le SCAF, dans ces conditions, stop ou encore. Deuxième question concernant cette fois la défense aérienne, dans sa grande extension capacitaire et multicouche à tous les niveaux du spectre des menaces. Au vu des évolutions géopolitiques et stratégiques, on aimerait d'une part savoir quels sont les axes prioritaires, les stratégies d'acquisition et ou de développement à court et moyen terme, et d'autre part avoir votre évaluation de la surenchère en cours dans les dômes et boucliers antimissiles de Trump à Mers, qui multiplient les annonces tonitruantes en la matière. L'Allemagne cherche à enrôler autour du programme Sky Shield, lequel ferait les affaires des industriels allemands, américains et israéliens, clairement pas les nôtres, et c'est sans doute le but. La Commission européenne n'est pas en reste non plus et cotise via Air Shield, ce qui pose en théorie les questions de compatibilité et d'interopérabilité que vous avez évoquées de ces systèmes pour l'instant de l'ordre de la promesse. Impossible de passer en revue tous nos systèmes à robustifier, notamment le santé et son successeur de nouvelle génération que vous avez évoqué, qui est en cours d'acquisition, vous l'avez signalé. Mais quoi qu'il en soit, pensez-vous que notre stratégie en matière de défense aérienne et antimissile est encore adaptée et budgétairement soutenable dans ce contexte de fuite en avant dans les dômes, boucliers et autres systèmes IAMD, et aussi de diversification des menaces low cost mais destructrices dans le bas du spectre? Merci. Mon général, je vous en prie. Merci, merci Monsieur le député. Oui, le SCAF. SCAF, très intéressant. En fait, très sincèrement, plusieurs points. Le premier, c'est que nous, quand je dis nous, c'est mon homologue espagnol et mon homologue allemand, nous convergeons sur le besoin opérationnel. Et pas sur un besoin opérationnel du NGF, c'est-à-dire on a trop tendance à réduire le SCAF à l'avion qui vole, c'est-à-dire le NGF, qui effectivement, comme l'a souligné le président directeur général de Dassault Aviation, on peut envisager de le faire seul, mais d'une manière assez différente quand même. Le SCAF, c'est à la fois 4 piliers, c'est-à-dire que c'est effectivement un NGF, c'est un moteur, ce sont des robots de carrière également, donc des drones qui l'accompagnent, et pas uniquement des petits drones, des drones de combat collaboratifs, c'est ce qu'on appelle les CCA, qui sont des drones quand même assez importants et qui créent la masse de combat autour donc du NGF, et puis enfin, voilà, d'autres plateformes, et puis enfin, donc, et surtout, le combat cloud, c'est-à-dire cette bulle de connectivité entre toutes ces plateformes. Et ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où vraiment on converge avec nous. On doit absolument développer donc, ce combat cloud ensemble. Non seulement ensemble, mais en plus, on doit regarder ce que font donc, les Britanniques, les Italiens et les Japonais, comme je le disais, pour que l'on ait des architectures qui soient à peu près similaires, pour que demain, on puisse faire ensemble des opérations et non pas les uns à côté des autres, comme on le fait actuellement et malheureusement avec donc, le F-35. Donc cette bulle de connectivité. Donc là, nous, on est d'accord sur le besoin opérationnel. Ça se passe différemment à d'autres niveaux. On a réaffirmé les échéances, parce qu'on a des échéances qui tournent autour de 2040. Ça a été écrit comme ça dans l'échelle corps, donc dans la définition initiale. Et on a réaffirmé donc ces échéances-là, et on a réaffirmé donc le pilier 4, qui est donc le pilier du combat cloud. Après, je sais très bien les difficultés qu'il y a sur un plan industriel. Il y a après aussi un pouvoir politique et donc, qui pousse ce projet, qui est quand même extrêmement important pour nous. Hein. Enfin, si on le fait sans les Allemands et sans les Espagnols, ce sera un autre projet. Ce sera réellement un autre projet. En tout cas, sur le pilier 4 et sur le combat cloud, nous devons absolument rester unis. Sur la partie de défense solaire, en fait, j'ai envie de vous dire que ces histoires de dômes, c'est très intéressant. Nous, on regarde ces histoires de dômes
avec notre dissuasion nucléaire. Voilà. Et ce que ne font pas les autres pays. Et quand vous pensez votre défense solaire avec du dôme, en fait, la peur, elle n'est pas chez votre adversaire. La peur, elle est chez vous. Et vous essayez de tout faire pour pouvoir intercepter tout ce qui pourrait vous tomber dessus. Voilà. Quand vous avez la dissuasion nucléaire, par définition, la peur, elle est chez l'ennemi. Elle est réellement chez l'ennemi. Et donc, vous envisagez une défense solaire qui est une défense solaire axée sur la protection de sites sensibles, de sites type base aérienne, parce que c'est notre outil de combat, de bases aériennes projetées, de manœuvres terrestres chez l'adversaire également. Mais vous pensez différemment et non pas sur un dôme qui serait l'alpha et l'oméga de la protection d'un espace aérien national. Après, les dômes, quand vous parlez du dôme israélien, l'espace israélien, ou en tout cas la superficie israélienne, c'est beaucoup plus petit que l'espace aérien français. Je ne vous explique même pas ce qu'il faudrait déployer pour pouvoir assurer donc une défense type dôme israélien sur la métropole, voire sur la France et donc sur nos autres DOMCOM. Donc voilà, donc il faut véritablement le voir comme ça. Ce qui est très encourageant, c'est que donc dans les marches sur marche, il y a du Santé NG qui sera capable donc d'intercepter du missile supersonique en quantité, qui nous permettra donc dans cette défense solaire multicouche de pouvoir assurer la protection pas seulement des sites militaires, mais pourquoi pas d'autres sites sensibles donc sur le territoire. D'où la nécessité de cette marche et de cette surmarche. Merci Monsieur le Président. Mon général, ma question non technique et sans acronyme, ou presque, concernera le commandement de l'espace qui doit ouvrir prochainement. Sa montée en puissance illustre sur le segment des ressources humaines, l'implémentation des services spatiaux critiques, imagerie, communication, navigation, mais aussi la surveillance de la situation spatiale qui est critique à l'heure de l'intensification anarchique du trafic sur les orbites. Cette montée en capacité du CDE doit enfin s'accompagner de la présentation d'une nouvelle stratégie spatiale nationale qui devait sortir cet été, mais dont le décollage a été retardé à multiples reprises. Pourriez-vous dresser un état des lieux complet de cette installation en cours, ne serait-ce qu'une date d'inauguration, des éléments sur les recrutements rendus certes complexes du fait du turnover dans les effectifs que vous avez évoqué dans votre présentation. Enfin, dans notre rapport d'information sur les satellites de défense présenté avec ma collègue Corinne Vignon, j'avais émis la recommandation d'étudier la consolidation d'une surveillance spatiale sous forme d'une division interne au CDE, 100% maîtrisée, non sujette aux aléas de prestataires privés externes. Cette orientation est-elle mise à l'étude du CDE ? Merci. Merci pour ces questions nourries. Bien, c'est sur ce côté très positif. Ah, pardon. Apparemment, vous n'avez pas répondu à une question. Non. non. Sur le CDE, donc, comme je le disais, c'est un jalon extrêmement important autour du C2. Celui-là, il y a plusieurs difficultés. La première, mais elle est résolue, c'est la montée en puissance ressources humaines et formation. Donc là, on a commencé à déménager. Donc, on était dans des Algeco à côté du CNES. Là, on commence à occuper les bureaux qui sont dédiés au sein du CDE. La salle d'opération sera très prochainement opérationnelle avec un C2 quand même, on va dire en version bêta 0, d'accord, notamment sur la surveillance de l'espace qui est décisif. Hein. Enfin, c'est véritablement... Et c'est bien parce qu'on est relié à énormément de logiciels qui nous permettent de nous aider pour avoir une situation spatiale complète que l'on est capable de le faire. Sinon, en autonomie, ce serait un peu difficile. On est surtout colocalisé avec le centre d'excellence de l'OTAN. Et ça, en termes d'ouverture sur l'international, c'est un véritable petit bijou parce que ça nous permet d'avoir, à la fois en matière de doctrine, de formation et d'opération, ce que fait l'OTAN dans le domaine spatial. Et donc cette relation très proche permet au CDE, avec le CNES, d'avancer extrêmement vite en la matière et donc dans tous ces domaines. Et puis après, l'inauguration donc devrait avoir lieu courant novembre. Je ne donne pas de date, mais il devrait avoir lieu courant novembre. Et idem pour donc la stratégie spatiale qui devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais soyez confiants, ça va arriver prochainement. Merci beaucoup, mon général, pour vos réponses.